Alors bonjour à tous. Vous savez, au moment où je vous parle, je suis en train de suivre le Festival international d'échecs de la Plagne, le tournoi des maîtres de ce festival. Et nous avons regardé 3 parties, lors des 3 premières rondes, du grand maître ukrainien Vitaly Sivuk. Il nous a montré des ouvertures très intéressantes, très instructives. Ouverture italienne à la première ronde, défense sicilienne lorsqu'il avait les noirs à la deuxième ronde, puis la partie catalane à la troisième ronde. Mais là, on va suivre un autre grand maître ukrainien. Il s'agit de Yuri Solodovnichenko. Et ce grand maître ukrainien va jouer une ouverture écossaise. Donc on va rajouter cette nouvelle ouverture à notre besace. Il est opposé à Piotr Sabouk, un maître polonais. Et donc le grand maître ukrainien, Solodovnichenko, commence par E4. Bon, E5, la réponse symétrique, cavalier F3 on attaque le pion, cavalier C6 on défend. Et là c'est un carrefour. Si les blancs jouent fou C4, c'est l'ouverture italienne avec la pression sur F7. Un pion mal protégé dans les ouvertures. Si les blancs jouent fou B5, c'est l'ouverture espagnole, la pression sur le cavalier, qui est le défenseur du pion central. Mais dans la partie, nous allons avoir la partie écossaise. C'est la poussée D4, une ouverture ambitieuse pour les blancs. Ils bénéficient du soutien du cavalier et de la dame pour appuyer la poussée D4. Alors les noirs vont prendre. Il faut comprendre que, en prenant, les noirs vont perdre leur pion central, alors que les blancs auront encore le leur en E4. Mais pourquoi cet échange? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de défense satisfaisante pour le pion. Si les noirs ne veulent pas prendre le pion blanc, il faut qu'ils se préparent à défendre une deuxième fois leur pion qui est attaqué 2 fois. Et toutes les défenses ne sont pas réellement intéressantes pour les noirs. Par exemple, si les noirs jouent F6, c'est une très mauvaise défense. Le pion va gêner la sortie du cavalier. En plus, l'avance du pion F va dégarnir la sécurité du roi noir. On pourrait jouer par exemple fou C4 qui empêcherait tout petit roc. Le roi pourrait plus aller en G8. En même temps, il faut se méfier qu'une dame ne parvienne pas un jour à venir en H5 faire échec. C'est un mauvais coup. Si les noirs jouent D6 pour défendre, ils entravent leur fou de case noire, qui ne peut plus se développer normalement sur la diagonale. Puis en plus, les blancs pourraient jouer fou B5, clouer le cavalier noir, renouveler les menaces de prise en E5, le roc est possible, on a le forçat entre 2 pions contre un seul. Non, c'est mieux pour les blancs. Alors, qu'avons-nous à notre disposition si on veut défendre 5? Fou D6, mais ça bloque le pion D7, et donc ça entrave le développement naturel du fou de case blanche. Si on joue dame E7, ça entrave le fou. Dame F6, ça gêne le cavalier. Donc non. Si les meilleurs joueurs prennent en D4, c'est qu'ils ont compris que la défense du pion E5 n'était pas satisfaisante. Donc ils prennent en D4. Là, les blancs ne sont pas obligés de reprendre. Ils peuvent jouer le coup fou C4. C'est ce qu'on appelle le gambit écossais. Un gambit aux échecs, c'est lorsqu'on accepte de sacrifier un pion, souvent dans l'ouverture, dans le but d'avoir d'autres compensations. Et là, comme les blancs n'ont pas récupéré le pion D4, mais en réalité, ils peuvent le récupérer assez facilement, il est attaqué quand même, mais les blancs n'auront pas récupéré immédiatement le pion D4, donc ils ont gambité ce pion au profit d'un meilleur développement. Un fou sorti agressivement, un cavalier, un pion au centre, le roi, qui a la possibilité de faire un roc rapidement. On verra le gambit écossais dans une prochaine ouverture. Donc, mais là, les blancs ont repris en D4. C'est donc la partie écossaise. Alors les noirs, que peuvent-ils faire? Vous comprenez, ils n'ont plus le pion central. Donc ils doivent se mettre à jouer dynamiquement pour contre-attaquer, parce que les blancs, ils ont encore leur pion central, donc ils ont une certaine influence au centre, un certain avantage d'espace. Et les coups d'attaque, c'est quoi? C'est fou C5 qui a été joué dans la partie, double attaque sur le cavalier. On a également cavalier F6, attaque du pion central. Et on a également le coup dame H4, plus rare, et certainement plus incorrect. Mais pourtant, ce coup peut faire des ravages chez les débutants, avec l'attaque du pion E4 et la pression sur le pion en F2. Alors si vous voulez voir comment réfuter le coup dame H4, vous pouvez regarder la vidéo en cliquant sur le lien ci-dessus. C'est une vidéo où on va voir une partie de Jean Hébert, un maître québécois, où il va réfuter de manière spectaculaire cette sortie de dame en H4. Mais pour le moment, concentrons-nous sur la partie. Et là, le maître polonais, il a joué fou C5. Donc il attaque 2 fois le cavalier. Alors les blancs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous savez, quand vous avez une pièce d'attaquer, eh bien, soit vous la protégez, soit vous partez, soit vous échangez, si c'est possible. Alors regardons les 3 possibilités. Dans la partie, c'est cavalier B3 qui a été joué. Mais regardons les autres possibilités. En cas d'échange en C6, les noirs ne sont pas obligés de reprendre tout de suite le cavalier. Ils peuvent intercaler le coup intermédiaire dame F6 qui menace le mat en F2. Et seulement après, ils pourront prendre le cavalier. Souvent du pion d'ailleurs. Même si ça dégrade un peu la structure de pion avec les pions doublés, ça permettra au fou de se développer rapidement et pourquoi pas à la tour de venir en D8 face à la dame blanche. Donc, après fou C5, on ne redoute pas trop la prise en C6. Alors les blancs
peuvent protéger leur cavalier. Ils peuvent jouer fou E3. Menace même, cavalier prend cavalier, qui attaque la dame et qui découvre le fou, qui attaque le fou C5. Mais les noirs, ici, jouent habituellement dame F6. Ils triplent les attaques sur le cavalier blanc, sans redouter la prise en C6, puisqu'ils intercalent la prise en E3, qui menace le mat en F2, donc il faut prendre. Et maintenant, le cavalier peut être pris. Et puis, il y a des pions doublés, isolés, la structure de pion des blancs est compromise, il y a des faiblesses structurelles, et là, en plus, la dame attaque le pion B2. Non, cette position, elle est meilleure pour noir. Donc, dans la position, fou E3 est possible, mais sur dame F6, il faut jouer C3 pour consolider le cavalier. Bon, après fou C5, le grand maître ukrainien n'a pas choisi de prendre, il n'a pas choisi de protéger, il a choisi le retrait en B3 qui renverse l'attaque sur le fou. Donc le fou vient en B6 pour garder toujours la pression sur la diagonale intéressante, avec en ligne de mire le pion F2. Les blancs se développent, les noirs aussi, et là, nos regards pourraient être dirigés vers le coup fou G5. Développe le fou en clouant le cavalier, c'est un coup agressif. Mais c'est pas ce que va jouer ici le grand maître ukrainien, qui va jouer un coup qui est populaire d'ailleurs parmi les joueurs professionnels, c'est le coup dame 2. C'est étrange, ça bloque le fou en F1. Qu'est-ce que c'est que ce coup? En fait, dame 2 va rendre des services. Ça va appuyer la poussée E5, parce qu'on ne pouvait pas jouer E5 immédiatement, le cavalier aurait pu prendre. Donc avec dame 2, ça peut appuyer la poussée E5, et quand vous appuyez la poussée E5, le cavalier est déstabilisé. Il n'a pas de bonne case à part rentrer en G8, sinon il se fait attraper partout. Et puis avec dame 2, on prépare la voie avec un grand roc. On pourrait toujours enchaîner par le clouage fou G5, ou même par fou E3. Et en cas de prise, reprendre de la dame, en libérant le fou en F1. C'est également possible. Donc la menace, c'est quand même de jouer E5. Et là, les noirs vont être très malins. Ils vont jouer le coup A5. Et vous pouvez ne pas en croire vos yeux, mais A5, lutte contre E5. Magnifique la compréhension des joueurs. Je m'explique. Ici, si les blancs veulent jouer E5, alors ils l'ont pas joué dans la partie 1, dans la partie ils ont joué A4, ils ont bloqué le pion A5. Mais si les blancs veulent jouer E5, les noirs peuvent mépriser l'attaque sur leur cavalier et faire petit roc. Et si les blancs prennent le cavalier, en fait pourquoi les noirs ont fait roc? Ils veulent libérer la tour pour attaquer la dame et le roi qui sont alignés sur la même colonne ouverte. Mais tour E8 immédiatement ne marcherait pas parce que les blancs pourraient intercaler fou E3 et se protéger, préparer après le grand roc. Et c'est là qu'on comprend tout l'intérêt d'avoir joué A5, c'est que du coup le pion A5 peut aller en A4, sous protection de la tour, attaquer le cavalier. Et le cavalier n'a pas de case où aller, à part la case D2, sinon il se fait attraper partout. Et si le cavalier vient en D2, le fou est bloqué. Et la tour peut venir en E8, avec l'attaque sur la colonne. Alors on pourrait se dire, on peut encore sauver la dame en jouant des coups comme cavalier E4, mais je suppose qu'il pourrait y avoir des coups d'attaque comme D5, qui attaquent le cavalier, qui est cloué. Et donc les noirs récupèrent leurs pièces. Certainement avec un avantage dans la position, parce que les noirs sont mieux développés quand même. Alors dans la position, je vous l'ai dit, après A5, le grand maître ukrainien, il n'a pas voulu du tout avoir à gérer la poussée A4, donc il joue A4 lui-même, il fixe le pion A5. Bon, les noirs ont fait petit roc, fou G5 a été joué, le clouage, H6 questionne le fou, pas question de prendre le cavalier, ça développe la dame, et donc on va aider inutilement les noirs, donc il vaut mieux reculer et garder le clouage. Et là, les noirs vont jouer cavalier D4. Un coup d'attaque intéressant, ça attaque la dame, ça attaque le cavalier B3, ça attaque le pion C2, et en cas de cavalier prend, le fou peut reprendre, défendre le cavalier noir. On n'aurait pas peur de la pousser E5, parce qu'on pourrait prendre en E5 d'ailleurs. Hein. Parce que si dame reprend, eh bien les noirs vont toujours punir l'alignement de la dame et du roi blanc sur la colonne ouverte et le manque de développement, le manque d'abri du roi blanc. Donc, dans la position, après cavalier D4, qu'a fait le grand maître ukrainien, eh bien c'est décalé tout simplement. Alors il y a eu la prise en B3, qui va dégrader un peu la structure des pions des blancs, puisqu'ils se retrouvent avec des pions doublés, et l'absence du pion C2 fait que lorsque le roi blanc fera grand roc, s'il veut faire grand roc, il sera moins bien caché que si le pion C2 est encore là, bien sûr. Les noirs jouent C6, ils préparent la poussée D5, ouvrir la position centrale juste pour tomber sur le roi blanc. Et grand roc quand même. Et D5. Et là, le grand maître ukrainien va prendre. Mais bien sûr, nos regards se tournent vers la poussée E5. Pourquoi prendre? Alors que E5 nous tend les bras, on attaque le cavalier qui est cloué. Ça paraît très bien. Et d'ailleurs, moi, je pensais que cette position a été très bonne pour les blancs. Je sais bien que les noirs peuvent éviter de perdre la pièce en contre-attaquant sur le fou en jouant G5. Mais je pensais que le démantèlement de l'abri du roi noir serait à l'avantage des blancs. Je me suis complètement fourvoyé. Vous voyez, en cas de prise du cavalier, du prise du fou,
Je pensais qu'après dame F3, qui peut libérer la venue du fou, qui permet de protéger le pion qui est attaqué par la dame, je pensais que cette position était meilleure pour les blancs, en réalité. Mais l'ordinateur montre que non, parce que les noirs ont le coup dame D6. Et dame D6, il faut comprendre, mais c'est pas facile, que c'est pour libérer la case D8. Quand une pièce bouge, on regarde souvent ce qu'elle menace, et pas forcément ce qu'elle libère. Et donc, c'est difficile d'entrevoir les cases qui sont libérées, des cases de repli pour certaines pièces. Et l'idée, c'est de jouer fou D8 après, de s'en prendre au pion F6, et le pion F6, il ne peut pas être tenu, il va tomber. Et après, finalement, eh bien, les blancs auront du mal à attaquer le roi noir, en l'absence du fou de case noire, qui pourra se placer efficacement sur la grande diagonale pour les noirs. Hein. Ce ne sera pas facile pour les blancs de monter une attaque. Et les noirs ont des atouts aussi dans la position, notamment avec ce fort pion passé au centre, ici, très bien protégé. Bon, c'est un peu mieux pour les noirs, ce type de position. Alors, ça m'avait étonné. Mais donc du coup, on comprend pourquoi dans la partie, c'est pas E5 qui a été joué, c'est la prise. Après tout, la prise semble très avantageuse aussi, parce que le cavalier peut pas prendre à cause du clouage, donc les noirs prennent. Mais du coup, les blancs reprennent. Ils gagnent un pion, ils attaquent 2 fois le cavalier qui est cloué. En même temps, la tour et la dame sont efficacement placées sur la colonne, ils protègent bien le cavalier. Et le cavalier attaque le fou en plus. Mais tout va ne tenir qu'à un fil pour les noirs. Ils vont jouer le coup G5. Bon, il faut se replier en G3. Puis ils vont jouer fou G4. Et d'un seul coup, la position est en train de se retourner. Les noirs sont en train aussi de pointer du doigt les faiblesses des blancs. C'est-à-dire quand le fou vient en G4, ça attaque la tour, certes. Mais c'est pour libérer aussi la case C8 pour la tour noire, pour que aussi s'associer à l'attaque sur le roi blanc. Alors les blancs ont joué F3, mais hop, fou E6. Et on triple les attaques sur le cavalier D5, qui doit donc se déplacer. Il ne peut pas rester là, on ne peut pas le protéger une 3e fois. Donc il y a eu cavalier prend B6, dame prend B6, et tout se retourne en fait. Oui, les noirs ont joué H6 et G5, ils ont un abri du roi un peu démantelé, mais qu'en est-il du roi blanc? Le pion C n'est plus là, le pion B est attaqué 2 fois, si on arrive à prendre le pion B avec le fou, eh bien après le pion A4 risque de tomber, la colonne C est donc ouverte, le cavalier peut venir en D5, puis s'installer en B4 et contrôler des très belles cases, hein. Quand le cavalier est leur B4, il va attaquer la dame, il va contrôler la case C2, il va contrôler la case A2. Non, en réalité, le roi blanc il est en grand danger aussi dans cette position. Et c'est ce qui va inciter les blancs à proposer l'échange des dames. Vous savez, lorsque vous avez un roi en insécurité, il faut calmer l'adversaire par l'échange des dames. Et donc les blancs jouent dame B5, qui proposent l'échange des dames. Alors, les noirs pourraient prendre et gagner le pion B3 après, se rembourser du pion qu'ils ont en moins. Mais ils vont le faire autrement. Parce que sur dame prend, fou prend, c'est vrai que le fou attaque la tour, mais la tour peut se déplacer, en D6 par exemple pour attaquer le cavalier, et le fou est déjà en B5 en protégeant A4. Et regardez comment le maître polonais va faire. Il va s'y prendre autrement, avec un autre ordre de coups. Il ne va pas faire dame prend, puis fou prend. Il va faire dame E3 échec, roi B1, et le pion B3, il va le prendre avec la dame. Et après dame prend, fou prend, la position ressemble, sauf que le fou est en F1, il n'est pas en B5. Et ça change pas mal de choses. Donc la tour est attaquée, et le pion A4 est attaqué. Donc la tour vient en D6, et là, grâce au fait que le fou F1 ne soit pas en B5, eh bien, la tour H1 ne défend pas la première rangée. Et regardez ce que vont jouer les noirs. Ils vont mépriser l'attaque sur leur cavalier pour jouer tour D8. Magnifique. On ne peut pas prendre le cavalier avec les blancs, sinon on est mat. Échec et mat. Vous voyez, il faudrait mieux que le fou des blancs soit en B5. Comme ça, on pourrait échanger les tours. Donc tour FD8, bien joué. Alors bien sûr, c'est un grand maître avec les blancs. Il ne va pas tomber dans le piège de prendre le cavalier. Et il va jouer maintenant fou B5. Tour prend, fou prend. Et dans cette position, égalité de pièces, mais le rapport matériel est différent. Les blancs ont la paire de fous. Et la paire de fous dans une position ouverte, c'est quelque chose. Vous savez, les fous, ça contrôle beaucoup de cases. Un fou peut contrôler jusqu'à 13 cases. Un cavalier, c'est 8 maximum. Donc plus la position est ouverte, et plus les fous peuvent rayonner. C'est des pièces à longue portée, ils peuvent contrôler beaucoup de cases. Donc là, les noirs ont intérêt à être très efficaces avec leur cavalier, qui est plutôt une pièce à courte portée. Et là, le maître polonais comprend ça, il va tout de suite activer son cavalier. Il va jouer cavalier D5, avec l'idée de venir en B6 pour attaquer l'une des faiblesses sur case blanche des blancs. Alors pourquoi j'insiste sur les cases blanches? Pourquoi attaquer quelque chose sur les cases blanches? Tout simplement parce que l'adversaire a un fou de case noire. Donc les noirs ont plutôt intérêt à porter le combat sur les cases blanches. Les blancs jouent tour E1, ils mobilisent leur tour au combat. Cavalier B6, double attaque ici du pion en A4. Les blancs jouent fou C7.
il y a eu la prise, fou prend A4, fou prend, cavalier prend, tour E5, on attaque 2 fois le pion A5, les noirs jouent B6, et là, vous comprenez, c'est le cavalier qui défend le pion, donc il faut essayer de déstabiliser le cavalier. Alors comment on pourrait essayer de déstabiliser le cavalier? Par la poussée B3. Mais les noirs pourraient aussi jouer tour C8, activer leur tour et dire, bah, si les blancs prennent le cavalier, on prend le fou. Donc on pourrait jouer tour E4, mais le cavalier pourrait venir en C5, attaquer la tour, donc les blancs n'ont pas le temps de prendre le pion. Et si la tour vient en C4, le cavalier peut venir en B3 et menacer cavalier D2, la fourchette, c'est pas si simple en fait. Donc dans la position, les blancs, ils n'ont pas joué ni tour E4 ni B3, ils ont joué roi A2. Ils vont essayer de construire une position pour essayer de déstabiliser le cavalier et de récupérer le pion. Bon, les blancs, ils ont un pion de moins, mais ils ne sont pas si friés d'avoir un pion de moins parce qu'ils ont des pièces plus actives. Le fou, la tour au combat, le cavalier est plutôt une victime dans la position, le roi commence à s'approcher aussi, et le pion B6 est une faiblesse. Alors les noirs, ici, ils ont joué tour A7. Le fou est venu en D8, toujours pour garder un œil sur le pion. Et là, les noirs ont joué roi G7. C'est une erreur. Les noirs, je ne sais pas pourquoi ils ont joué roi G7, peut-être qu'ils ont voulu essayer de se centraliser, mais bon, le fou contrôle la case F6, donc le roi ne peut pas passer par la case F6. Mais en tout cas, il était absolument nécessaire pour les noirs de jouer tour D7, d'activer leur tour sur la colonne, attaquer le fou et d'activer la tour sur la colonne. C'était très important en fait. Parce que regardez, après roi G7, regardez ce que vont jouer les blancs. Ils vont jouer tour D5. Et d'un seul coup, la tour ne peut pas utiliser la 7e rangée. Il y a 3 colonnes ouvertes, la colonne C, la colonne D, la colonne A. Et la tour noire ne peut pas aller en C7, il y a le fou. Ne peut pas aller en E7, il y a le fou. Et ne peut pas aller en D7, j'ai raté la diagonale, parce qu'il y a la tour. Donc les 3 cases sont indisponibles pour la tour. C'est assez joli cette collaboration de la tour qui contrôle la case D7 et du fou qui contrôle les cases C7 et E7. On lutte contre le jeu de la tour. Et le pion B6 est toujours pris pour cible. Le cavalier va se faire déstabiliser. Donc les blancs sont en train de récupérer leur pion. Alors, tour A8 a été joué, on attaque le fou, mais bon, la tour défend. Roi A3 attaque le cavalier. Alors je suppose que si le cavalier vient en C5, on pourra prendre le pion en B6. Donc les noirs ont joué B5, en se disant que sur tour prend B5, ils pourront prendre le fou. Et sur roi prend cavalier, bah, le pion A5 est condamné, mais la tour peut rentrer en D2 pour aussi attaquer les pions. Donc après B5, les blancs, ils sont pas jetés sur le pion B5. Ils ont été plus méticuleux. Ils ont joué fou C7, ils contrôlent la case B8 pour que la tour ne vienne pas défendre, et ils attaquent le pion B5. Alors, les noirs ont joué tour A7, ils attaquent le fou qui vient en E5 faire échec. F6, le fou recule en D4, attaque la tour. Les noirs ont joué tour B7 pour défendre le pion E5. Mais maintenant, tour D6, double attaque sur le pion F6 qui est cloué sur la diagonale. Donc la tour vient en F7, et le coup B3. Et là, on se dit, bah, le cavalier est perdu, il n'a aucune case. Mais les noirs ont encore une petite astuce pour sauver l'essentiel, ils jouent cavalier C3. Parce qu'après fou prend, ils ont la fourchette B4. Mais vous l'avez compris, on va sacrifier le fou. Fou prend, pion prend, roi prend. Et finalement, le fait que le roi était plus actif que le roi noir a été décisif, puisque dans la bataille de l'aile dame, on a gagné un pion. On a un pion de plus. Et j'ai beaucoup d'élèves ou de connaissances qui ont du mal à jouer ces finales avec un pion de plus, et qui réchignent finalement à aller en finale, parce qu'ils n'ont pas la technique nécessaire pour valoriser le pion. Donc ça va être intéressant de voir comment, ici, le grand maître ukrainien va valoriser son pion passé. Il faut comprendre que les blancs n'ont pas simplement le pion passé, ils ont d'autres petits atouts. La tour blanche est plus active que la tour noire, et le roi blanc, eh bien, il est au combat, il peut accompagner et tenir par la main le pion passé, alors que le roi noir, pour l'instant, il est fixé à la défense du pion en F6. Et c'est cette somme de tous ces petits atouts qui font que, eh bien, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Les noirs ont joué tour B7 échec. Roi C3, tour C7 échec. Roi B2, tour B7. Dès qu'on sort le roi, la tour va planter des échecs partout. Alors là, les blancs, ils jouent tour E6. Ça, c'est un coup difficile à comprendre. Enfin, difficile à comprendre quand on n'a pas cette connaissance. Ici, ce que font les blancs, c'est qu'ils essaient de couper le roi noir. Après roi F7, on joue tour E2. L'idée, c'est d'empêcher le roi noir de franchir la colonne E. Et donc d'isoler le roi noir du reste de l'action. Maintenant, les blancs vont essayer de progresser avec pion, roi, et peut-être un peu la tour, mais toujours en coupant le roi noir. Alors les noirs jouent H5, ils n'ont pas grand-chose à faire, le roi vient en C3, tour C7 échec, le roi vient en D4,
Tour B7, il faut revenir défendre le pion qui vient en C4. Tour C7, échec, roi D5. Tour B7, et là, si on revient en C4, il va y avoir tour C7, échec, et on n'évolue pas. Donc les blancs vont lâcher maintenant le contrôle de la colonne A, le fait qu'ils coupaient le roi noir, pour jouer tour B2, pour mettre la tour derrière le pion passé et appuyer l'avance du pion passé, en se disant que cette séquence de coups a permis au roi blanc d'être mieux centralisé et de lutter contre le roi noir. Les noirs jouent tour B4, ils essaient de fixer le pion, mais évidemment le roi blanc il est là pour décongestionner tout ça, pour libérer. Tour F4, et on avance. B4. Le roi vient en E7, et tour D2. À nouveau, on coupe le roi. Ça, c'est toujours une donnée très importante à comprendre dans les finales de tour. Les noirs jouent G4, ils essayent d'engager un combat, créer des affaiblissements sur l'autre aile. Prise en G4, prise en G4, mais le pion avance, B5. Tour F1, B6. Et là, les noirs se remettent à faire des échecs. Bon, roi B5, tour B1 échec, roi C6, F5 a été joué. Et s'il y a pion B7, eh bien, certainement, on va faire des échecs sans arrêt. Tour C1 échec et le roi aura du mal à trouver un abri. Ici, les blancs vont jouer G3. Il y a eu tour C1 échec, roi B7, tour C4. Roi A6, tour A4 échec, roi B5, tour A1. Et là, les blancs vont jouer le plan gagnant. Alors, parce qu'on ne peut pas rester comme ça et se prendre des échecs arrière sans arrêt. Ça va nous empêcher d'évoluer. Donc il va falloir faire ce que l'on appelle la position de Lucena, ou le bouclier de Lucena. Ça va consister à amener une tour sur la 4e rangée pour bloquer les attaques arrière, les attaques verticales. Donc on joue tour D4. Et maintenant, si les blancs jouent tour B1 échec, on est capable de s'opposer en jouant tour B4. Et le pion va ensuite progresser à dame. En cas d'échange, eh bien, même si le roi se rapproche, on est en mesure de venir protéger. On pourrait jouer roi C6 et aider l'évolution du pion, ou on peut même lâcher le pion B6 et partir en D5. Laisser le roi venir en B7 prendre, parce que pendant ce tour-là, on aura le temps de prendre F5 et G4, et le pion H et le pion G seront des pions passés qui pourront filer à dame, en fait. Alors, dans ce tournoi des maîtres, 3 joueurs en tête. Le grand maître ukrainien Vitaly Sivuk, dont on avait analysé les 3 premières parties de ce championnat, de ce tournoi. Puis, il est poursuivi par 2 joueurs indiens, le grand maître Inayan et le maître indien Das. Puis, le grand maître ukrainien dont on vient de voir la partie écossaise est le premier poursuivant des joueurs à 4 points. Alors, le premier français, c'est Arthur Lucas. C'est un junior d'ailleurs. Et il est maître FIDE. C'est le petit F que l'on voit. C'est maître FIDE. C'est un niveau inférieur au niveau maître international. Et le plus gros titre, c'est le titre de grand maître. Donc quand vous voyez un G, c'est ici grand maître, un M c'est maître, et un F, ça veut dire que le joueur il est classé maître FIDE, en dessous de maître international. Et quand il n'y a rien, eh bien, il n'y a pas de titre en fait. Donc félicitations pour l'instant à Arthur Lucas qui est le premier français. Dans le tournoi de la session, un seul joueur en tête, le français minime, donc c'est un joueur assez jeune qui s'appelle Lubin Pitaval. Il est poursuivi par 2 joueurs à 4 points et demi, Arthur Despierres et Assef Alashtar. Et dans le tournoi amateur, 2 joueurs en tête, Anubat et Eric Massalimov. Et bien voilà, on suivra les classements et l'évolution de ces tournois petit à petit. J'espère que vous avez pris du plaisir en analysant cette partie écossaise. Et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous!